Bon, mes chers collègues, je vous propose de débuter cette séance du Conseil municipal. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous regardent au travers de notre page Facebook Ville de Saint-Aubin-de-Médoc. Voilà, que vous soyez sur vos tablettes, téléphones ou ordinateurs. N'hésitez pas à nous suivre. Alors, nous allons commencer comme d'habitude par l'appel. Alors, Barbara Atkinson. Présente. Patrick Ballanger. Présent. Radia Baptiste. Présente. Bernard Barbeau. Présent. Stéphane Bertin. Présent. Cyril Blanchard. Présent. Grégoire Chambon. Présent. Patrice Clinquart. Présent. Claude Desbas. Présent. Christophe Duprat. Présent. Charles-Éric Bédé. Catherine Etchebert. Catherine Fromentin. Présente. Michel Gangloff. Présent. Isabelle Garousse. Présente. Sylvie Groisard. Présente. Marie-Noël Elbois. Présente. Samuel Hersec. Présent. Christine Lang. Présente. Jean-Philippe Montmarty. Isabelle Rouchon. Pascal Zerini. Présent. Est-ce qu'il va nous rejoindre, Eric, ou pas? Non, il sera pas là. D'accord, ok, parfait. Alors, le secrétaire de séance sera Michel Gangloff. Isabelle Martin a donné procuration à Marie-Noël Elbois. Francis Ritter m'a donné procuration. Sophia Ribot à Michel Gangloff. Flavien Garot à Samuel Hersec. Joël Ronzeau à Sylvie Groisard. Et Amélie Rémy à Charles-Éric Bédé. Voilà. Alors, nous allons voter le procès-verbal de la précédente séance. Nous étions le 22 septembre 2025. Avez-vous parcouru toutes ces pages de compte rendu? Avez-vous des choses à remarquer, à faire modifier? Non. Donc, qui est pour l'adoption de ce procès-verbal? Je vous remercie. Nous allons rentrer donc dans le vif du sujet avec le point numéro 1. Il s'agit de l'approbation du rapport d'activité 2024 de Bordeaux Métropole. Vous savez, comme nous appartenons à Bordeaux Métropole, anciennement communauté urbaine de Bordeaux, depuis le 1er janvier 1968, et que tous les ans, nous devons faire un rapport de ce qui s'est passé. Alors, les faits marquants pour 2024, alors, vous avez tous reçu, bien évidemment, le document complet. Je vais juste revenir sur quelques opérations. Donc, les faits marquants de 2024, en ce qui concerne l'emploi et l'économie, ont été surtout avec les opérations d'intérêt métropolitain, sur Bordeaux Aéroparc, sur Innocampus, sur l'Arc Rive Droite. Ensuite, nous avons fait quelques opérations foncières sur le marché d'intérêt national, sur les terrains des circuits. Alors, ce qu'on appelle les terrains des circuits, c'est juste à côté de l'ancienne usine Ford, sur Brazza, donc ça a été, ainsi que sur le parc des expositions. Les soutiens ont été faits aux filières que sont l'économie bleue, la santé, la démarche d'acquisition et d'études, l'industrie, l'aéronautique spatiale défense et les clubs d'entreprise. L'économie sociale et solidaire n'a pas non plus été oubliée, avec la préparation du fameux forum mondial qui a eu lieu à Bordeaux du 29 au 31 octobre 2025. Nous avons l'économie également de proximité. Il y a eu une dynamique importante en 2024 avec l'organisation des Jeux Olympiques 2024, dont Bordeaux a accueilli quelques épreuves. Nous avons également l'Université du tourisme durable qui s'est tenue les 6 et 7 novembre 2024. Dans les solutions de mobilité, alors la première chose, nous sommes très concernés puisqu'il s'agit de la mise en service de la ligne G entre Saint-Aubin-de-Médoc et Bordeaux. Voilà, donc je vous rappelle que celle-ci était mise en service, je crois que c'était le 1er juin, voilà, 2024. Juste pour vous donner une information, la semaine dernière, je ne sais plus exactement quel jour, nous avons fait 36 000 voyageurs dans la journée. Voilà, ce qui est un succès. Je vous rappelle que l'objectif était à 40 000. Alors, vous voyez, on va l'atteindre difficilement. On s'en approche, si bien que les véhicules peuvent être à certains moments en surcharge, puisque arrivé à Codéran, il y aura certainement des choix qui devront être faits. Alors, sur la partie de Bordelaise, à partir du 6 décembre, sur la partie du cours de la Marne, la ligne 1 va doubler la ligne G, ce qui veut dire que ça va alléger le trafic, mais je pense qu'on sera amené dans les années qui viennent à passer sur des véhicules plus longs. Alors, ils existent sur le marché, c'est ce qu'on appelle des véhicules de 24 mètres au lieu de 18 mètres. Nous étions précurseurs puisque nous les avons
eu en service ce qu'on appelait les mégabus entre 1989 et 2003. Il y a 11 véhicules qui circulaient à Bordeaux de 24 mètres, et donc c'est un précurseur, peut-être que ça va revenir. En tout cas, c'est un véritable succès. Le RER métropolitain a aussi avancé avec des horaires supplémentaires. C'est quand même 171 trains par semaine qui ont été rajoutés. Ensuite, les projets qui progressent, comme les haltes ferroviaires. Nous allons livrer celle de Sainte-Germaine et on va préparer celle de la Médoquine à Talence, qui a été livrée en 2025. Des kilomètres de pistes cyclables. On est bien placé pour en parler ici, puisque on verra tout à l'heure plus spécifiquement sur Saint-Aubin ce qui a été fait. Il y a eu la 11e modification du PLU, il y a eu la création de la ZAC de Robert Piquet, il y a eu donc les BRS à la Bastille de Niel, l'accès au logement social, la décarbonation des logements. Sur l'action climatique, il y a eu l'animation du territoire avec le fameux le salon qui a lieu à Darwin tous les ans et qui est là. Santé et résilience, accompagnement des publics, l'opération 1 million d'arbres, donc on verra tout à l'heure une délibération qui concerne. Ensuite, nous avons eu la réserve citoyenne métropolitaine qui permet d'intervenir en cas de problème, puisque 2024, je vous rappelle, nos deux communes voisines que sont Le Taillan et Saint-Médard ont eu à subir des assauts de grêle importants, et donc depuis, on s'est dit que la réserve citoyenne pouvait être intéressante pour venir donner un coup de main. La gestion avec optimisation des cimetières, agrandissement de cimetières communaux ou agrandissement des cimetières intercommunaux, rive droite et rive gauche. Le numérique pour tous, voilà. Ensuite, la gouvernance de l'eau, puisque poursuite de la reprise en régie, avec la préparation de la reprise en régie de l'assainissement. Le traitement des ordures ménagères avec l'évolution des fréquences, ça ne nous a pas concerné à nous puisqu'on était déjà à 1+1 depuis bien longtemps, mais beaucoup de communes nous ont rejoints. Le tri à la source des biodéchets donc, a été fait avec notamment des bornes à déchets alimentaires à l'intérieur de la rocade et les distributions de composteurs pour les communes à l'extérieur de la rocade. La coopération territoriale avec les grandes communautés de communes qui nous entourent, communautés d'agglomération. Voilà, mutualisation de dialogue avec les communes dans le cadre de la mutualisation. Bon, nous, on n'a pas bougé, on est resté avec ce qu'il y avait, mais d'autres communes ont fait ce choix. Et alors, plus précisément, en ce qui nous concerne, nous avons livré, donc en 2024, un certain nombre d'équipements, la zone de rencontre de la route de Motan, l'aménagement général de Bébianque entre Perdrix, la réalisation des trottoirs de la ligne du commandant Cousteau, route de Saint-Médard, place de stationnement avenue du Lycée, création d'un ralentisseur route de Barreau, contournement vélo du terminus du bus express, la rénovation de voirie et création de stationnement route de Picotte, création de passages piétons et rénovation de l'allée du cimetière, enfin l'accès au cimetière, pardon, et ensuite des voiries ont été refaites dans leur couche de roulement. Voilà. Bon, comme je le dis, chaque fois, c'est une chance d'appartenir à Bordeaux Métropole. Nous avons la possibilité d'avoir les grandes compétences qui sont prises en charge par l'échelon supérieur que nous ne serions pas en mesure de pouvoir assumer. Collecte et traitement des déchets, eau, assainissement, voirie, transport, voilà, enfin, tout ça fait que aujourd'hui nous ne serions pas en mesure, même si on était dans une communauté de communes, il n'y a qu'à voir ceux qui nous entourent. J'ai l'habitude de discuter avec mon collègue le maire du Pian. Le Pian a 500 ou 600 habitants de différence avec nous. Au Pian, il y a 4 bus par jour. À Saint-Aubin, il y en a 180. Voilà. La collecte des ordures ménagères est assurée. Enfin, voilà. Pour la voirie, nous avons 750 000 € par an à destination des équipements nouveaux de voirie. Voilà. Donc, Bordeaux Métropole, c'est un immense avantage. Alors, certains nous répondent, vous perdez peut-être les moyens de faire des choses. Non, c'est pas vrai, puisqu'il y a une règle qui est établie depuis 1968, c'est qu'on n'oblige rien à un maire. On ne fait rien contre l'avis d'un maire. Le maire, il a toujours ce qu'on appelle un droit de veto, pour dire, là, je ne suis pas d'accord, là, je suis d'accord. On a pu l'exercer ici, je vous rappelle. On a voulu nous mettre une aire de grand passage, d'aire des gens du voyage. On a pu dire non. On a dit non, et elle ne s'est pas faite. Voilà, c'est vrai.
Voilà, c'est aussi cette possibilité. Voilà. Concernant l'urbanisme, il y a un plan local d'urbanisme à l'échelle de la commune, à l'échelle du territoire entier, mais il y a des spécificités communales. On n'urbanise pas à Saint-Aubin comme on urbanise à Bordeaux. Des choses qui sont totalement différentes. Voilà, donc il faut tenir compte de ça et il faudra de toute façon que l'on puisse continuer à avoir droit à un certain nombre de spécificités ici à Saint-Aubin par rapport à notre place dans la métropole. Nous pesons 11% du territoire, mais 0,8% des habitants. Voilà. Et c'est nous qui avons la densité la plus faible au kilomètre carré d'habitants sur la métropole, puisque nous avons un grand patrimoine forestier dont il faut se féliciter tous les jours et qui constitue, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu Sud-Ouest il y a quelques jours, qui donnait ce qu'on appelle la canopée. La canopée, c'est la couverture végétale par arbre, qui est de 30% sur Bordeaux Métropole, à Saint-Aubin, elle est de 67%. Voilà, vous avez tout compris. Nous ne parlons pas, nous, d'îlots de chaleur, nous parlons plutôt d'îlots de fraîcheur. Voilà. C'est une grande différence que nous avons avec nos collègues. Voilà. Donc voilà le rapport de Bordeaux Métropole qui n'appelle pas de vote, hein, je rappelle, c'est simplement de prendre acte que nous avons fait ce rapport. Maintenant, je suis prêt à répondre, puisque je suis votre représentant officiel à Bordeaux Métropole, je suis prêt à répondre à vos questions. Monsieur Hersec a une question, je vous écoute. Monsieur le maire, question. Est-ce qu'on peut espérer, à partir de l'année prochaine, 2026, un retour à la cogestion, même s'il n'y a pas de boule de cristal et que ça dépendra des équilibres suite aux élections, mais est-ce qu'il y a une tendance, un travail peut-être dessus, où il y a encore un certain nombre de positions dogmatiques à Bordeaux Métropole? Voilà, on sait qu'il y a eu un certain nombre d'avancées via la cogestion et que c'est un peu... c'est historique et que c'est très regrettable que depuis 2020, malheureusement, la nouvelle majorité n'est pas poursuivie dans ce sens-là. Donc est-ce qu'on peut espérer peut-être qu'en 2026, il y ait un retour à cette cogestion? On va voir les équilibres politiques qui aura à ce moment-là, mais dans l'esprit, je pense que l'anomalie de juillet 2020 ne se reproduira pas. D'abord, Alain Ziani, quand il a pris la présidence de Bordeaux Métropole, a été conduit par ses partenaires à plutôt avoir une majorité, une opposition, ce qui n'a jamais été, de tout temps à jamais, hein, le fonctionnement normal de cet établissement public de coopération intercommunale. Le nom même de l'institution dit ce que ça veut dire, coopération intercommunale. Bon. Les choses ont été un peu améliorées en cours de mandature, on a pu récupérer un certain nombre de prérogatives, mais moi je suis un défenseur ardent de la cogestion. Pourquoi? Parce qu'on a tous intérêt à travailler ensemble. Si l'Arena s'est construit à Florac, c'est parce qu'on avait envie qu'il ne se fasse pas au lac comme beaucoup de gens le voulaient. Et que la majorité d'Alain Juppé aurait très bien pu décider que ça se fasse au lac. Et on a préféré le faire à Florac en termes d'aménagement du territoire, pour que cette partie de l'agglomération puisse bénéficier d'un équipement d'intérêt métropolitain, ou communautaire à l'époque. Voilà, ça a toujours fonctionné de cette manière-là. Bon, il n'y a pas de raison. Donc, pour l'avoir pratiqué des deux côtés, ce que beaucoup de mes collègues n'ont pas, c'est que moi je l'ai pratiqué des deux côtés. J'étais du côté agent de Bordeaux Métropole et du côté élu. J'ai fait les deux. Alors, l'un plus long que l'autre, je dois avouer, c'est vrai. J'ai fait 3 ans en tant qu'agent et j'ai fait 20 ans en tant qu'élu. C'est sûr que ce n'est pas la même. Mais en tout cas, je sais comment cette maison fonctionne. Je la connais particulièrement bien. Et je pense qu'elle n'a d'intérêt que si on travaille tous ensemble. Voilà. C'est tout, hein, c'est pas plus compliqué. Un trottoir, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. C'est un trottoir. Une rue, c'est pareil. Un aménagement, c'est pareil. Bon, voilà. Donc, moi aussi, je forme des vœux pour que l'intérêt général prévale sur quelques raisons politiques qui n'auraient pas leur place, finalement, ni dans une mairie, ni dans une intercommunalité. Laissons faire au niveau national, ou laissons pas faire, j'en sais rien ce qu'il faut dire, en tout cas à l'heure actuelle, mais enfin, en tout cas ici, c'est toujours l'esprit qui nous a conduits à travailler dans cet esprit-là. Voilà, j'espère que j'y prendrai ma part, en tout cas, j'essaierai en tout cas de le faire comme je l'ai toujours fait depuis maintenant longtemps. Voilà, la réponse que je peux faire sur ce sujet.
Mais je ne lis pas dans une boule de cristal quels seront les résultats électoraux. Je n'en suis pas là. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie de votre attention et nous pouvons continuer à dérouler l'ordre du jour. Je vais passer la parole à Pascal Zérény qui va nous parler de la création d'emplois pour l'accroissement temporaire et saisonnier d'activité pour l'année 2026. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc c'est une délibération qu'on a l'habitude, puisque nous la prenons chaque année. Donc chaque année, la commune de Saint-Aubin-de-Médoc recrute des personnels contractuels pour assurer des tâches occasionnelles de courte durée, telles que des manifestations exceptionnelles, missions spécifiques, surcroît d'activité ou renfort des équipes. La commune recrute également des agents contractuels pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, activités jeunesse et sport, renfort des équipes techniques et logistiques. Le Code général de la fonction publique autorise dans ce cas à recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, l'article L332-23 alinéa 1, la durée est limitée à 12 mois compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, sur une période de référence de 18 mois consécutifs. Un accroissement saisonnier d'activité, l'article L332-23 alinéa 2, la durée est-elle limitée à 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant la période de 12 mois consécutifs. Donc, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, ces emplois doivent être créés par délibération du conseil municipal. Un objectif de maîtrise des emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité est établi pour l'année 2026 afin de respecter les contraintes budgétaires de la masse salariale. Le taux d'utilisation de chacun de ces emplois et leur répartition dans les services de la commune sont établis dans le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 2026. Vu le Code général de la fonction publique, vu l'avis de la Commission ressources humaines, administration générale et finances, il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser pour l'année 2026 la création d'emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité. Ces emplois sont répartis selon les besoins dans les pôles de la collectivité. En tout état de cause, les chiffres indiqués représentent un plafond d'emplois à temps complet qui peuvent être mobilisés sur la base d'une analyse précise des besoins réels, des services validés dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 2026. Donc si nous prenons la répartition par pôle, on commence par le pôle administratif. Nous pourrons donc employer sur le service accueil état civil un adjoint administratif, jusqu'à, comme on le disait dans la délibération, c'est jusqu'à. Au service communication, jusqu'à un adjoint administratif. Au service urbanisme, jusqu'à un adjoint administratif. Dans le pôle petite enfance, éducation, au service animation, jusqu'à 10 adjoints d'animation. Au service affaires scolaires, jusqu'à 6 adjoints techniques et 1 adjoint administratif. Au service petite enfance, jusqu'à 5 adjoints d'animation. Et enfin, sur le pôle technique, dans le service environnement, jusqu'à 2 adjoints techniques. Dans le service patrimoine, jusqu'à 2 adjoints techniques. Et au service restauration collective, jusqu'à 4 adjoints techniques. Les crédits nécessaires au paiement de ces dépenses seront inscrits au chapitre 12 du budget de la commune et les conclusions sont mises aux voix. Voilà, bon, c'est une délibération que l'on prend tous les ans. Je vous rappelle que pendant qu'un certain nombre d'agents sont en congé, il faut bien recruter du personnel pour continuer à faire fonctionner la collectivité, quoi. Voilà. Au mois de juillet-août, on embauche des personnels saisonniers pour pouvoir fonctionner pendant que les autres sont en congé. Voilà, chose habituelle que l'on fait. Avez-vous des questions? Non. Bon, on va passer au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. On continue avec Pascal Zérény, recensement de la population, recrutement et rémunération des agents recenseurs. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais vous faire grâce des différents articles, décrets et tutti quanti, considérant les obligations de la commune en matière d'opération de recensement pour l'année 2026. Considérant que l'année 2026, la collecte des renseignements relatifs au recensement se déroulera du 15 janvier 2026 au 14 février 2026. Considérant la nécessité de recruter des agents recenseurs afin d'effectuer les enquêtes. Considérant qu'il y a lieu de fixer les rémunérations des agents concourant au recensement de la population pour l'année 2026, le conseil municipal est sollicité pour autoriser monsieur le maire
à procéder au recrutement de 14 agents recenseurs afin d'effectuer les opérations de recensement pour l'année 2026, à rémunérer les agents selon le barème suivant. Pour une feuille de logement à l'unité, 1,20 €, un bulletin individuel à l'unité, 1,50 €, une séance de formation qui dure une demi-journée, 30 €, une tournée de reconnaissance, 75 € et enfin une prime de déplacement, 150 €. Donc ces sommes seront imputées sur le chapitre 12 du budget de la commune et autoriser également Monsieur le maire donc à signer tous les documents administratifs nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, notamment les arrêtés municipaux correspondants. Les conclusions sont mises aux voix. Voilà, nous avons déjà délibéré sur le fait qu'on allait donc procéder à un recensement l'année prochaine. Voilà, donc il s'agit de rémunérer nos 14 agents recenseurs dans la mission que sera la leur, d'aller chez les gens, déposer les documents. Pour ceux qui ne le feront pas de manière numérique, de les récupérer. La tournée de reconnaissance, les séances de formation, voilà, tout ça est donc bien prévu dans la délibération de façon qu'ils puissent être correctement rémunérés pour le travail qu'ils vont effectuer, qui est absolument indispensable. Voilà, avez-vous des questions? Non. Qui est pour? Je vous remercie. Toujours Pascal Zerini, instauration de la participation à la protection sociale complémentaire des agents dans le cadre de la procédure de labellisation. Merci, Monsieur le maire. La réforme de la protection sociale complémentaire, dite PSC, dans la fonction publique territoriale, initiée par l'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021, place la couverture des risques prévoyance et santé des agents au premier plan de la responsabilité des employeurs publics territoriaux. Cette ordonnance introduit en effet le caractère obligatoire de cette participation à la garantie santé à compter du 1er janvier 2026. La participation minimale des employeurs territoriaux en matière de complémentaire santé s'établit à 15 € par agent et par mois, soit 50% d'un montant de référence fixé à 30 €. Il est rappelé que la participation de la collectivité ne peut en aucun cas être supérieure au coût réel de la cotisation. Aussi, à compter du 1er janvier 2026, la collectivité décide de participer financièrement à la cotisation complémentaire santé des agents dans le cadre de la labellisation. Ainsi, il est décidé pour tous les agents adhérents à un contrat individuel labellisé en matière de santé de mettre en œuvre une participation à hauteur de 17 € par agent et par mois. Les agents souhaitant bénéficier de cette participation devront remettre chaque année une attestation de leur mutuelle justifiant de la labellisation du contrat. La labellisation permet en effet de s'assurer que le contrat de mutuelle répond aux critères sociaux et de solidarité définis par le décret numéro 2011-1474. Vu les différents articles, décrets, circulaires et ordonnances, vu l'avis voté à l'unanimité au comité social territorial du 7 novembre 2025, il est demandé au conseil municipal, article 1, de retenir la procédure dite de labellisation, article 2, de participer à compter du 1er janvier 2026 à la garantie risque santé souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents à hauteur de 17 € par mois et par agent. Article 3, de participer financièrement aux seules garanties labellisées sur présentation d'une attestation d'adhésion de l'agent. Article 4, de verser directement le montant de la participation à l'agent. Et enfin, article 5, de prévoir les crédits nécessaires au chapitre 12 du budget de la commune. Les conclusions sont mises aux voix. Voilà, bon, il s'agit quand même d'une avancée importante, puisque jusqu'à présent, nous ne participions que pour ce qu'on appelait la prévoyance, c'est-à-dire quand un agent est en arrêt de travail de longue durée, au-delà des fameux 3 mois, donc il pouvait souscrire à une assurance dont nous prenions en charge une partie. Et là, la loi, donc, elle aussi évolué, la loi de transformation de la fonction publique a permis aux collectivités, a obligé les collectivités à prendre en charge cette partie-là. Bon, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les représentants des agents. Voilà, nous sommes arrivés à un accord autour de 17 €. Voilà. Et donc, nous avons transigé sur cette somme-là. Le vote a été unanime au sein du comité social territorial. Et donc, on vous propose aujourd'hui d'appliquer ces 17 € dès le 1er janvier 2026, ce qui veut dire qu'à la fin de leur bulletin de salaire du fin janvier, ils auront ces 17 €, sous réserve, bien évidemment, qu'ils nous produisent donc, déjà qu'ils sont bien assurés dans une mutuelle, et surtout que cette mutuelle soit labellisée. Alors, je rassure tout le monde,
au niveau national, il doit y avoir 5 ou 600 mutuelles qui sont labellisées, donc normalement ça devrait y aller. Ça devrait pouvoir le faire, et donc voilà. Nous nous sommes accordés une année pour voir comment ça fonctionnait, et puis au bout d'un an, on s'est donné rendez-vous ce qu'on appelle une clause de revoyure, de façon qu'on puisse estimer combien de personnes l'ont pris, combien ça représente, et s'il y a quelques ajustements à faire, on le fera ça sera fait au bout d'un an en tout cas. Avez-vous des questions sur cette mutuelle? Voilà. Non, il n'y en a pas. Qui est pour? Alors je rappelle juste au passage, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qu'il existe une mutuelle communale. Voilà, peu de gens le savent, mais il existe à Saint-Aubin ma mutuelle, ma santé, la mutuelle communale. Beaucoup de communes le font maintenant. Nous, on l'avait fait il y a bien longtemps, il y a plus de 10 ans qu'on avait fait cette mise en place, cette mutuelle. Il y a des permanences au CCAS qui sont à disposition des gens qui peuvent se faire un devis par cette mutuelle qui aujourd'hui est peut-être moins chère que celle que vous avez, ou peut-être plus chère, je ne sais pas. En tout cas, pour ceux qui ont des difficultés à pouvoir obtenir une mutuelle, ça existe, ça s'appelle Ma Mutuelle, Ma Santé. Donc n'hésitez pas à passer au CCAS. Il y a des permanences qui sont assurées pour vous faire, comme on appelle, un devis, ou étude de cas, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, c'est l'occasion de peut-être avoir un tarif différent de celui que vous avez aujourd'hui. Voilà. Nous passons au sujet suivant, attribution de cartes cadeaux aux agents de la commune. Pascal Zerini. Merci, monsieur le maire. Au regard du contexte économique contraint et afin de remercier les agents pour leur implication et leur travail au sein de la collectivité, la commune souhaite réitérer l'attribution de cartes cadeaux pour la fin de l'année. Vu le Code général de la fonction publique, les règlements URSSAF en la matière, l'avis du Conseil d'État du 23 octobre 2003, considérant que les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir, considérant qu'une valeur peu élevée de chaque cadeau attribué n'est pas assimilable à un complément de rémunération, considérant que l'Assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d'actions, le montant des dépenses ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, tous les agents de la commune et du CCAS, titulaires, stagiaires, contractuels, CDI et CDD de droit public ou de droit privé, en position d'activité ou bénéficiant d'un contrat de durée supérieure à 6 mois et renouvelé sur l'année 2026, pourront bénéficier de l'attribution de cartes cadeaux d'un montant de 60 € par agent. Ces critères doivent être remplis au 1er novembre 2025. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser l'attribution de cartes cadeaux aux agents selon la modalité définie par la présente délibération et de prévoir les crédits nécessaires au chapitre 11 du budget de la commune. Les conclusions sont mises aux voix. Merci. Bon, voilà, il s'agit d'une initiative qu'on avait prise il y a plusieurs années, qu'on renouvelle cette année. Ces cartes nous permettent d'acheter divers endroits en une seule fois, voilà. Ou plusieurs fois. C'est au choix de chacun. Et donc, ça sera remis avant la fin de l'année pour qu'ils puissent en bénéficier. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Alors, nous allons changer de thématique. Dénomination de voie. La commune a délivré en date du 29 avril 2024 un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 9 lots à bâtir, dont un macro-lot visant à accueillir une opération de logements sociaux, desservie par une voie nouvelle connectée à l'allée de Chagnon. Il est proposé de dénommer cette voie allée des Courteriou, après avis de la commission réunie le 5 novembre 2025. Il est demandé au conseil municipal d'entériner cette dénomination de voie. Alors, M. Barbeau se propose peut-être de nous faire quelques commentaires sur cette dénomination. Avec plaisir, monsieur le maire. Je suis persuadé que la quasi-totalité de nos chers collègues élus ont cherché sur Internet ce que pouvait être un Courteriou. On ne le trouve pas. Voilà. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une dénomination locale issue du patois girondin, bordelais, médocain peut-être. Voilà. Son vrai nom, c'est le Cochevis UP. Alors UP, vous voyez vous-même sur l'image qui est projetée par notre DGS. Voilà. Alors c'est un passereau, c'est un migrateur qui va traverser notre région au mois d'octobre et novembre, mais plutôt au mois d'octobre, c'est un des tout premiers qui passe, et qui va voler un petit groupe de 5 à 10 sujets, rarement plus. Alors à une certaine époque, on pouvait
le capturer, pour le baguer et le relâcher, le capturer pour le mettre dans une cage, ou le capturer pour le mettre sur le grill. Mais c'était excellent, c'était très très bon. Alors, mais maintenant nous respectons effectivement cet oiseau qui n'est plus chassable et on en voit toujours quelques-uns qui passent. Alors vous me direz, mais comment vous faisiez pour pouvoir les faire venir à vous? Eh bien tout simplement, on va vous faire un petit exercice avec mon ami Claude Desbas. On utilisait un chioulette. Alors, on va parler un peu patois. Comme je disais à Barbara, on va vous faire un peu de culture locale. Voilà. Alors, un chioulette, c'est quoi? C'est un petit sifflet, alors qu'on met au bout d'une ficelle. Pourquoi au bout de la ficelle? Tout simplement pour éviter de l'avaler. Vous comprenez bien que si on l'avale, on ne va plus parler, mais on va siffler, entre autres, le couterliou. Alors, le couterliou, il tient son nom tout simplement de son chant. Alors, on va essayer, parce qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas sifflé, mais on va essayer de l'imiter. Alors, les portes sont fermées, c'est bon. Alors. Il suffit de dire couterliou et ça marche. Voilà. Alors, ce genre de sifflet, malheureusement, on ne le trouve plus, puisque tous les animaux qu'on pouvait imiter avec ça, entre autres l'alouette, on fait un petit coup d'alouette. Et on va finir. On va finir par le plus petit, mais qui était le meilleur, qui était le titre. Il est pas jeune, mon sifflet. Donc. Voilà. Bon, vous reconnaîtrez, et je vais m'adresser à notre correspondant de Sud-Ouest, vous reconnaîtrez qu'il y a peu de conseils municipaux. Quand même, ce genre de choses passe. Et nous ne jouons qu'à domicile. On ne quitte pas le territoire. Voilà. Alors, Pour les toujours titrés, ils connaissent la musique. Mais enfin, bon, voilà. Il existe également des sifflets à électeurs, mais on verra plus tard. Très bien. Alors, je trouve que c'était très bien parce que et quand on regarde les voies qui ont été dénommées, parce qu'on n'a pas choisi ce nom-là au hasard, hein, c'est parce que passer à cet endroit de la commune, qui est un peu sur une hauteur, hein, parce que c'est le point culminant de la commune, eh bien, il y a l'allée des Grives, il y a l'allée des Alouettes, et donc c'était bien dans ce style-là pour rester, parce que je vous rappelle qu'à Saint-Aubin, les dénominations de voies ne sont pas politiques. Hein. On ne retrouve que des plantes, que des arbres, que des animaux. Voilà ce qui permet de contenter tout le monde. Voilà, comme quoi on peut faire de l'écologie au quotidien sans en faire un étendard ni un drapeau. Voilà, c'était assez intéressant. Des plus beaux couloirs de migration du secteur. Voilà. Tout oiseau confondu. Voilà, énormément de palombes passaient par là. La preuve, c'est qu'on retrouve la palombière sur le Taillan. Voilà. Et comme disait M. le maire, effectivement, un certain nombre de noms de rues dans ce secteur. Voilà. Ce n'est pas un fait du hasard. Voilà. Donc on perpétue la tradition. Alors, après ce moment imagé, si je puis dire, et sonore, qui est pour. Bon, et je remercie nos deux intervenants. Alors, déclassement du domaine public d'un chemin rural pour partie dans l'opération Le Clos de Pomerol. On change un peu. Hein, voilà. La commune de Saint-Omer-de-Médoc est propriétaire d'un chemin rural d'une contenance de 184 mètres carrés, localisé dans un secteur bâti pavillonnaire, plus précisément dans l'opération immobilière Le Clos de Pomerol. Il est proposé, comme le fait apparaître le plan de composition si annexé, d'intégrer la partie du chemin rural cadastré BE 732 aux espaces verts de la dite opération. Afin de mettre en œuvre la procédure, il convient que ce chemin rural fasse l'objet d'un déclassement du domaine public.
Donc, en application de l'article 341-3 du Code de voirie publique, le recours à l'enquête publique n'est en l'espèce pas nécessaire dans la mesure où le dit déclassement ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte, ce qui est plus assuré par le chemin. Voilà, je vous rappelle que nous sommes dans l'opération du PAE des vignes et que pour l'opération du PAE des vignes, il y a un certain nombre de chemins qui étaient prévus d'être vendus de façon à assurer une recette à la commune et donc nous ferons de même pour ce chemin comme on l'a fait pour les autres. Donc nous aurons l'occasion de céder ça au promoteur puisque et c'est la SL qui le gérera par la suite, mais ça restera un espace vert en tout cas. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Alors, je vais céder la parole à M. Barbeau, qui va nous parler, non pas qui va siffler, pour nous parler de l'assiette de la coupe de bois pour l'année 2026. Décidément, monsieur le maire, l'assiette me poursuit. Oui, c'est vrai. Bon, conformément à l'aménagement forestier... Merci, cher collègue. Conformément à l'aménagement forestier couvrant la période 2020-2034, l'état d'assiette suivant a été défini conjointement entre la commune et l'Office national des forêts. Pour le canton du Cerisier, éclaircie numéro 4 pour les parcelles 3, 4B, 8A, 8B, 11, pour une superficie de 22 hectares 47. Pour le canton de Boutuge, coupe rase sur la parcelle 13A pour une surface de 8 hectares 57. Ces coupes seront vendues sur pied par l'ONF, en vente de gré à gré, par soumission ou en vente de gré à gré simple. Il est proposé au conseil municipal de retenir, conformément à la proposition de l'ONF, les coupes présentées dans l'exposé ci-dessus, de retenir le principe de vente de bois sur pied par vente de gré à gré, par soumission ou simple, avec validation par M. le maire ou son représentant, d'autoriser M. le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires et à signer tout document relatif à ces ventes. Juste deux précisions, quand on parle d'éclaircie numéro 4, c'est le dernier éclaircie, celui qui permet de mettre les beaux sujets en valeur et leur permettre de poursuivre leur croissance jusqu'à la coupe rase. Voilà. Quant à la coupe rase, effectivement, comme son nom l'indique, on enlève tous les bois et on se prépare à une régénération, soit naturelle, quand le sol le permet, soit artificielle, par plantation, la plupart du temps, maintenant. Voilà. Nous sommes dans une période où le cours du bois est relativement intéressant. Attention, cependant, il ne vous a pas échappé qu'il y a un tout petit ver qui est aujourd'hui dans le sud des Landes et qui risque de venir très rapidement jusque chez nous si les mesures exceptionnelles ne sont pas prises de protection. Voilà. Mais peut-être que Stéphane Bertel, notre représentant des sylviculteurs, peut apporter quelques précisions en la matière. Modeste précision. Oui, donc comme vous l'avez vu sur la commune de Seignos, en fait, il y a une attaque de nématodes qui a été vue, ce qui implique deux zones. Une zone qu'ils appellent infectée de 500 mètres, ce qui représente à peu près 80 hectares, et après une zone tampon de 20 km. Donc dans les zones infestées, les préconisations peuvent être la coupe rase, le broyage total et le brûlage de tous les végétaux, avec des transports par camion sous bâche, insecticides, fumigation. Donc c'est vraiment des mesures très très contraignantes. C'est pour ça que là ils mettent vraiment le paquet pour essayer de contenir au maximum cette invasion. Ils pensent pouvoir limiter l'invasion. Voilà ce que je pouvais apporter en complément. Ce petit ver nous arrive à la fois d'Espagne et du Portugal, où depuis 2008, il fait des dégâts considérables. Voilà. Et à ce jour, peut-être par faute de réaction rapide, il y a eu une propagation énorme sur ces deux pays. Jusqu'à présent, ça a été contenu. La France n'était pas touchée. Elle l'est depuis maintenant quelques jours. Mais faisons confiance à la filière bois pour
mener à bien l'éradication de ce petit ver qui fait quelques millimètres. Les conclusions sont mises aux voix. Merci en tout cas pour ces précisions. Je vous rappelle que la forêt fait partie de notre patrimoine. Ici à Saint-Aubin, la forêt et les espaces naturels, c'est 87% du territoire. Voilà. 80% pour la forêt, 7% pour les espaces verts des lotissements. Voilà. On a 87% de la commune qui est aujourd'hui sanctuarisée. Il ne peut rien s'y passer autre chose que des promenades et puis de la biodiversité. Alors, celle que l'on aime et celle qu'on aime un peu moins. Parce que la biodiversité, on ne choisit pas, c'est tout. Je ne vous citerai pas de nom. Il y a des animaux agréables, il y en a qui le sont moins. Voilà. Quand on les croise, quelquefois, moins agréable. Donc, c'est bon pour 2026. Donc, il fera, à l'absence de Francis Ritter, je me réjouis de recettes pour la commune. S'il l'aurait dit, s'il avait été là. Voilà. Qui est pour. Je vous remercie. Donc, je vais céder la parole à Isabelle Garouste, qui va nous parler d'une demande de subvention auprès de Bordeaux Métropole pour la plantation animée d'arbres dans le cadre du CODEV 2024-2027. Merci Monsieur le maire. Depuis 2020, Bordeaux Métropole met en œuvre le programme Plantons 1 million d'arbres, et ceci pour une durée de 10 ans. Il vise à végétaliser massivement la métropole pour l'adapter au dérèglement climatique, renforcer sa biodiversité et embellir ses paysages. L'opération Plantons 1 million d'arbres propose de nombreux dispositifs permettant à chacun de s'impliquer. Communes, entreprises, agriculteurs, associations ou encore particuliers peuvent ainsi être acteurs de cet ambitieux projet de territoire aux côtés de Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole accompagne ainsi les communes par l'intermédiaire des contrats de co-développement. Depuis 2021, pour marquer la reprise de la saison des plantations et accompagner la distribution de jeunes plants, Bordeaux Métropole propose une semaine autour de l'arbre et de la nature, la semaine de l'arbre en fait. Lors de celle-ci, les communes de la métropole sont invitées à proposer des événements, ateliers, expositions ou autres, en complément des événements métropolitains proposés par les services de la métropole. Distribution de plants fruitiers, conférences ou autres. L'édition 2025 de l'Arbre en Fête se tiendra du 6 au 12 décembre 2025, a pour thème l'arbre, plus spécifiquement artiste du paysage. Cette année, la commune propose ainsi plusieurs événements propres, dont un chantier participatif de plantation d'une centaine de plants d'arbres et arbustes mellifères à proximité du rucher communal. Cette opération est ouverte à tous les volontaires. Par la délibération numéro 2023-595 du 1er décembre 2023, Bordeaux Métropole a approuvé les contrats de co-développement de 6e génération 2024-2027. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la demande de subvention auprès de Bordeaux Métropole au regard des éléments contenus dans le dossier de demande de subvention de fonctionnement, à savoir l'obtention d'une subvention d'un montant de 422 € pour l'atelier participatif du mercredi 10 décembre 2025, tel que prévu par la fiche action numéro 14, Plantons 1 million d'arbres du contrat de co-développement 2024-2027. Les conclusions sont mises aux voix. Merci. Alors, c'est une opération que l'on poursuit autour du rucher communal qui se trouve donc à côté de la Serpentine. Donc, on poursuit cette plantation tout le long de façon à pouvoir avoir un endroit propice à la venue des abeilles. Voilà, là, c'est pareil. Je ne connais pas beaucoup de communes qui ont un apiculteur communal. Voilà, donc c'est un agent communal qui aujourd'hui s'occupe des abeilles, s'occupe de tout ça. Donc Les abeilles noires. Les abeilles noires, des abeilles classées, des abeilles noires. Et donc on produit un pot de miel de manière assez régulière qui est remis aux nouveaux arrivants. Et maintenant, c'est une petite nouveauté, alors ça me permet de faire un jeu de mots quand je fais le mariage, qui est remis aux mariés. Et donc je leur souhaite une bonne lune de miel en leur remettant un pot de miel. Voilà. Je trouve que c'est sympa, voilà, ça permet de passer un moment sympathique. Je ne sais pas si c'est le miel il fait quelque chose, mais en tout cas, ça part d'un bon sentiment. Très bien, donc demande de subvention à Bordeaux Métropole. Merci Isabelle, qui est pour.
On ne va pas refuser des subventions. Hein. C'est intéressant. Alors, là, je vais donc remplacer Francis Ritter, qui n'est pas avec nous ce soir pour des raisons personnelles. Donc, je vais présenter les délibérations financières. Bon, demande de fonds de concours auprès de Bordeaux Métropole pour les travaux d'éclairage public, aménagement de nouveaux giratoires, route de Picotte. Bien que des éléments constitutifs de l'éclairage public soient considérés comme des accessoires du domaine public routier, le législateur a exclu du champ de la compétence voirie ces équipements qui demeurent donc de compétence communale. Dans ce contexte, responsable du plan marche métropolitain et plus particulièrement du fonds de désencombrement des trottoirs, Bordeaux Métropole est sollicité par la commune pour participer financièrement à la réalisation des ouvrages d'éclairage public. C'est pourquoi il est proposé aujourd'hui de conventionnement entre la commune et Bordeaux Métropole pour arrêter les modalités de versement du fonds de concours pour réaliser des équipements d'éclairage public dans le cadre de la création de nouveaux giratoires de la route de Picotte. La contribution est prévue par l'article L5215-26 du CGCT et par délibération du Conseil communautaire en date du 31 mars 2023. Ainsi, la commune sollicite auprès de Bordeaux Métropole le versement d'un fonds de concours plafonné à 50% du coût provisionnel hors taxe des travaux, hors subvention, comprenant la dépose des candélabres, la démolition des massifs, le terrassement, les fouilles, le câblage, la pose des candélabres, ainsi que les études, les recollements et annuités diverses. Le coût prévisionnel est estimé à 24 878,38 hors taxe. Le montant de fonds de concours est donc de 12 439,19. Ce montant pourrait être ajusté au vu des dépenses réelles exposées ainsi que les candélabres choisis par la commune. Il est donc proposé au conseil municipal de m'autoriser, ou mon représentant, à signer cette convention avec Madame la Présidente de Bordeaux Métropole pour l'octroi de ce fonds de concours. Voilà, délibération dont on a très souvent l'habitude. D'ailleurs, il y en a une autre derrière. Voilà, c'est pour ce nouveau giratoire. Voilà. Donc je précise, parce que la question m'est posée de temps en temps, ce giratoire a deux vocations. La première, c'est desservir l'opération qui sera à la place de l'ancien hôtel. La deuxième vocation, c'est rentrer dans le stade le jour où on décidera d'une voie. Pourquoi il a été fait là? Mais tout simplement parce qu'on ne pouvait pas le pousser ailleurs puisqu'il y a une zone humide. Voilà, et encore, on ne crée pas un giratoire dans une zone humide parce que nous, on les respecte, les zones humides. On est des gens bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a été obligé de le mettre à côté de la zone humide. Sinon, on ne met pas du goudron dans une zone humide. Ça ne se fait pas. Voilà. Il y en a qui le font pourtant, et pas nous. Nous, c'est pas. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a décalé un peu sur le côté. Voilà. Avez-vous des questions sur cet aménagement? Enfin, l'éclairage public en tout cas. Qui est pour? Je vous remercie. Encore un fonds de concours pour l'éclairage public, mais cette fois-ci pour l'allée du Pas de la Tour. Donc, je vais donc limiter ma parole, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'autre délibération. Donc, ces travaux d'aménagement de l'allée du Pas de la Tour sont nécessaires d'accompagner ces travaux par des travaux d'éclairage public, de remplacer 13 luminaires sur des mâts existants, de poser des ensembles dans l'emprise de l'enfouissement et de remplacer 17 mâts qui étaient en mauvais état. Ces travaux comprennent également la dépose des candélabres, démolition des massifs, terrassement des fouilles, câblage et pose des candélabres. Donc ça rentre bien dans le cadre du plan marche métropolitain et dans le fonds de désencombrement des trottoirs. C'est pourquoi aujourd'hui il est proposé un conventionnement dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Il n'y a que la somme qui diffère. Le coût prévisionnel est estimé à 81 566,20. Le montant du fonds de concours est donc plafonné à 40 783, c'est-à-dire exactement la moitié. Et ce montant pourrait être ajusté au vu des dépenses réellement exposées ainsi que des candidats choisis par la commune. Il est donc proposé une deuxième fois de m'autoriser à signer ou à mon représentant avec Madame la Présidente de Bordeaux Métropole cette convention. Voilà. Donc, après le chemin de la Haude, nous passons à l'allée du Pas de la Tourte. Elle est beaucoup plus longue, hein. C'est pas la même longueur. Voilà. Et je ferai juste un petit retour, Monsieur le maire, en arrière. Allez-y. Sur les deux appellations de ces voies. Le chemin de la Haude, c'est la Laude, c'est l'Alouette, en patois. Quant au Pas de la Tourte, c'est le passage, alors, soit de Grosse-Grive, soit de Tourterelle. Joker, je ne sais pas laquelle des deux. Oui, on y revient toujours. C'est au choix, hein. Vous pouvez choisir la grille ou la tourte. Merci beaucoup pour ces précisions. Demande de subvention auprès du Conseil régional pour des travaux de renforcement des maçonneries et de la charpente de l'église. Ah, pardon, on n'a pas voté. Donc, mais qui est pour? Je vous remercie. Demande de subvention auprès du Conseil régional pour les travaux de renforcement des maçonneries et de charpente de l'église. Dans la continuité des travaux déjà effectués,
Et soucieuse de la mise en valeur de son patrimoine, la commune a souhaité réaliser la rénovation des façades extérieures de l'église. Ces travaux ont démarré en juillet 2024 et ont permis de constater la dégradation actuelle du clocher. Des diagnostics de structure et un audit de notre maître d'œuvre ont été réalisés et ont mis en évidence des dégradations tant sur la charpente et la couverture que sur la façade ouest du clocher. De ce fait, des travaux de renforcement structurel de la façade par remplacement des pierres et de rénovation de la charpente en accord selon les préconisations de la Direction régionale des affaires culturelles doivent être réalisés au plus vite. L'impact financier de ces travaux s'élève à 75 928,52 €. Afin de mettre en œuvre ces travaux de restauration, la commune a souhaité déposer une demande d'aide financière auprès du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en parallèle à la demande sollicitée auprès de la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, selon les modalités de financement ci-dessous. Donc, coût des travaux, je vous l'ai dit, 75 928. Nous sollicitons la Direction régionale des affaires culturelles à hauteur de 20% pour 15 186. Nous sollicitons la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 20% pour 15 186. Et le reste sera de l'autofinancement à hauteur de 45 556. Et nous équilibrons ainsi les dépenses et les recettes. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement de renforcement des maçonneries de la charpente du clocher de l'église, tel que présenté ci-dessus, de m'autoriser ou mon représentant à solliciter une subvention auprès du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et enfin d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif au projet. Voilà, donc c'est la tranche des extérieurs de l'église. Voilà que nous devons faire, puisque la façade qui se trouve le plus à l'ouest est celle qui a souffert le plus, bien évidemment, puisque c'est bien connu ici, le mauvais temps vient de l'ouest. Autant on peut comprendre le vieillissement de la charpente, qui est là depuis quelques siècles. Par contre, sur la construction du clocher, et plus particulièrement sur les angles, il y a eu, au moment de la construction, un défaut de ce qu'on appelle le harpage. Et quand on construit en pierre, ou en brique d'ailleurs, on croise toujours les joints. Et bien là, vous avez des pierres dont les joints sont alignés. Effectivement, en étant alignés, elles résistent beaucoup moins. Et au fil du temps, les intempéries, l'orage par vibration, petit à petit, ces pierres se sont décellées. Voilà. Donc, il faut retirer ces pierres et refaire le harpage, refaire le croisement de ces éléments-là. Et ça va repartir pour quelques siècles. Je rappelle que, sous le contrôle de l'entreprise qui fait les travaux, c'est le premier ravalement qu'il y a eu de l'église depuis sa création. Il n'y avait jamais eu de ravalement précédemment. Il ne faut pas dire qu'on le fasse tous les jours. Voilà. Je rappelle que une partie de cette église est du XIIe siècle. Voilà. Une partie plutôt à l'arrière et qu'elle s'est agrandie au fil du temps. Voilà, êtes-vous d'accord pour ce plan de financement avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine? Donc la délibération qui suit est la même, sauf qu'elle est auprès de la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. C'est le même plan de financement. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement de renforcement des maçonneries de charpente du clocher de l'église tel que présenté ci-dessus, de m'autoriser ou mon représentant à solliciter une subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce projet. Voilà. Qui est pour. Donc nous avons nos deux subventions. Mes chers collègues, nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Je vous propose de nous retrouver le lundi 15 décembre 2025, qui sera le dernier conseil municipal de l'année. Voilà. Et ensuite, on se retrouvera en 2026. Voilà. Nous aurons encore, je pense, un conseil municipal en début d'année, de façon à voir les dossiers qui seront importants avant le renouvellement électoral qui est prévu, lui, le 15 mars 2026. Voilà. Bon, écoutez, mes chers collègues, je tiens à vous remercier de votre présence. Je vais remercier également les auditeurs, enfin, ou même les téléspectateurs, puisqu'il y a de l'image, qui nous ont suivis. Vous pouvez continuer tranquillement votre soirée. Vous serez à l'heure pour le journal de 20h. Voilà, puisque nous arrêtons à 19h55. Donc vous pouvez choisir la chaîne que vous voulez. Je n'ai pas de conseils à vous donner là-dessus. En tout cas, merci de votre présence. Et donc, je lève la séance. Mes chers collègues, merci. Bonne soirée.